je reprends. Vous avez vu que la première partie de mon exposé était vraiment centrée autour d'une idée qui est vraiment notre pain quotidien au service formation du mémorial. C'est l'idée de vraiment bien distinguer ce qui relève d'une part du système concentrationnaire et de l'autre de la persécution puis de l'assassinat des Juifs d'Europe. L'histoire des camps de concentration, l'histoire des camps de concentration ne croise celle des politiques antisémites du Troisième Reich véritablement qu'à trois moments. La première, je l'ai évoquée, c'est le pogrom de novembre 1938, la nuit de cristal, où 30 000 hommes juifs sont arrêtés et enfermés dans les camps de concentration, la plupart d'entre eux étant assez rapidement libérés. Le second moment, c'est la fin de la guerre, et c'est de là que vient la confusion, puisque à la fin de la guerre, à partir de l'automne 1944, plusieurs dizaines de milliers de prisonnières et de prisonniers du camp d'Auschwitz sont déplacés, transférés à l'ouest en raison de la progression de l'armée rouge, puisqu'à partir d'août 1944, l'armée rouge a atteint la rive orientale de la Vistule à Varsovie et au sud s'est arrêtée à 200 km d'Auschwitz et a libéré le camp de Majdanek à côté de Lublin. Et donc à partir de là, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes prisonniers du camp d'Auschwitz, dont une grande partie de juifs, se retrouvent dispersés dans les camps de concentration situés à l'intérieur du Reich. Parmi ces hommes et ces femmes, il y a un certain nombre de déportés juifs qui n'avaient pas vocation au départ à se trouver dans ces lieux. L'itinéraire qui permet de comprendre ce basculement, c'est l'itinéraire de la famille Frank, dont les deux filles, Anne et Margot, sa sœur aînée, qui sont déportées de Westerbork dans le dernier convoi de juifs des Pays-Bas en septembre 1944. Et Anne Frank, fin octobre 1944, elle est transférée à Bergen-Belsen. Si vous prenez une carte, c'est complètement incohérent. C'est-à-dire Bergen-Belsen, c'est à côté d'Hanovre. Hanovre, c'est proche de la frontière des Pays-Bas. Donc c'est-à-dire qu'elle a fait plus de 1000 km, 1200 km vers l'est, avant de faire 1000 km en sens inverse pour revenir près d'Hanovre. La cause de ce transfert de prisonnières et de prisonniers, c'est que la famille Frank est déportée à Auschwitz dans le cadre d'un convoi de déportés juifs orchestré par Eichmann, orchestré par le RSHA, et ensuite elle est transférée, ayant été admise au camp comme prisonnière, eh bien elle est transférée en raison de la progression de l'armée rouge. Et s'il n'y avait pas eu cette avancée militaire de l'armée rouge à l'Est, jamais des prisonnières et des prisonniers juifs ne se seraient retrouvés disséminés dans les camps de concentration qui n'étaient absolument pas faits pour eux, qui n'avaient absolument aucun lien, puisque en octobre 1942, Himmler ordonne que les juifs, qui se trouveraient encore pour différentes raisons dans les camps de concentration, soient transférés à Auschwitz. Et effectivement, vous avez un groupe de 250 prisonniers juifs, par exemple, qui sont encore présents à Sachsenhausen, et qui sont transférés à Auschwitz à la fin du mois d'octobre 1942. Donc vraiment, bien distinguer ce qui relève de la Shoah et du système concentrationnaire. La difficulté, c'est que si on s'appuie sur les parcours des survivants, par définition, les survivants font partie de ceux qui, à l'arrivée des convois à Auschwitz, ont été admis dans le camp de concentration et donc parlent de la survie dans le camp de concentration. C'est l'exemple du texte de Primo Levi, Si c'est un homme. Il y a quelques pages où il parle de l'arrivée de son convoi. En revanche, très vite, il parle de l'admission au camp de concentration. Et ensuite, les deux mots qui prédominent dans le témoignage de Primo Levi, c'est Die Häftlinge, les prisonniers, et Der Lager, le camp. Mais cette réalité-là, eh bien, l'immense majorité des juifs déportés à Auschwitz ne l'ont jamais connue. Voilà, donc bien distinguer ce qui relève des centres de mise à mort, de la solution finale, et d'autre part du système concentrationnaire. Le directeur du site qui nous accueille aujourd'hui a insisté sur la dimension du travail forcé dans l'univers concentrationnaire. À partir du début de la guerre, tous les camps de concentration dépendent de l'Office central et d'économie de la SS, et donc deviennent un immense réservoir de main-d'œuvre au service de l'économie de guerre. C'est un objectif distinct de l'assassinat des Juifs d'Europe. Alors, j'en viens maintenant, pour conclure cette matinée, à l'itinéraire d'un homme qui a été déporté depuis le lieu où nous sommes.
en mars 1942 dans le premier convoi de déportés juifs de France. Et si j'ai bien en mémoire la structure de l'exposition permanente du site de Royal-Lieu, il me semble que l'histoire de ce convoi, le premier convoi de déportés juifs de France, le 27 mars 1942, est évoqué. Alors, c'est un travail de publication qui est encore en cours, qu'on espère bientôt arriver à finaliser, puisque en fait il nous a fallu énormément de temps d'abord pour traduire ces documents et ensuite pour essayer de reconstituer l'itinéraire d'Alter Feinsilberg, qui est un parcours complètement hors du commun. Tous les parcours de déportés sont par essence hors du commun, mais il a un itinéraire extrêmement complexe. Il y a quelques années, le fils d'Alter Feinsilberg, qui était alors directeur de l'OSE, l'Organisation de secours aux enfants, est venu au mémorial avec des cahiers en polonais qu'il était incapable de lire, puisque son père ne lui avait jamais appris la langue de son pays maternel. Et il nous dit, ben voilà, mon père a été déporté dans le premier convoi de déportés juifs de France, c'était un ancien des brigades internationales en Espagne, il a fait partie du Sonderkommando, il a fait partie du groupe de ceux qui ont pris les photographies du Sonderkommando, et il s'est évadé pendant les marches de la mort. Je me suis dit, mais si son père il a vraiment fait tout ça, il est mort 10 fois. C'est un parcours, voilà. Et effectivement, tout est vrai. Alors pour reconstituer ce parcours, on est allé rechercher les archives du Comintern à Moscou. Heureusement, on l'a déjà fait, là, on a quelques difficultés. On a retrouvé son dossier dans les archives des brigades internationales conservées à Moscou. On a retrouvé son acte de naissance à l'Institut en russe, à l'Institut historique juif de Varsovie, parce qu'il est né dans une région de Pologne qui était russe avant la Première Guerre mondiale. On s'est évidemment appuyé sur d'autres témoignages qu'il a déposés au musée d'Auschwitz en 1985, 2 ans avant son décès, et y compris des archives familiales que Roger Feinsilberg a retrouvées auprès de cousines jusqu'en Australie, et puis des archives des camps d'internement, notamment le camp d'Argelès-sur-Mer, conservé aux archives des Pyrénées-Orientales. Donc ça a vraiment été une espèce presque de jeu de piste, enfin, sauf que c'est évidemment pas un jeu, hein, mais un travail de recherche qui nous a amené à solliciter des fonds d'archives vraiment à peu près sur tous les continents. Alors, les documents que Roger Feinsilberg a apportés au mémorial, c'était simplement des cahiers, des cahiers d'écoliers, format classique, mais alors qui étaient remplis d'une écriture extrêmement serrée, et avec des mots parfois écrits phonétiquement, puisque dès son premier témoignage à Cracovie en 1945, Alter Feinsilberg explique qu'il a appris tout seul à lire et à écrire. Et donc non seulement c'est en polonais, mais c'est parfois un polonais phonétique, notamment lorsqu'il retranscrit en polonais des termes du camp, des termes allemands. Et donc il y a plusieurs dizaines de pages. Alors c'est 4 cahiers, 4 couleurs différentes, rouge, vert, jaune et mauve. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y a eu plusieurs tentatives de reconstruire un même récit, puisque le cahier dont la couverture est verte reprend pour l'essentiel des éléments qui se trouvent dans le cahier rouge qui est le plus complet. Et on s'est rendu compte donc qu'il y avait eu visiblement la volonté dès son retour d'Auschwitz de retranscrire sa déportation, en commençant par sa détention à Drancy à partir de septembre 1941, puis à Compiègne. C'est un témoignage qui est rédigé immédiatement à son retour par un homme qui est un communiste convaincu, et il commence par rendre hommage de manière extrêmement appuyée à la glorieuse armée rouge qui a libéré les nations en employant un vocabulaire qui est très significatif de l'époque. Alors, pour rendre compte de ce travail, je vais reprendre de manière un peu chronologique, là, dans la demi-heure qui est devant moi, à peine, les éléments biographiques sur Alter Feinsilberg. D'abord, premier élément, il est né dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un shtetl, c'est-à-dire une bourgade rurale
dont la grande majorité de la population était juive, dans la région de Lublin, donc dans l'est de la Pologne, et dans une partie donc, de l'ancien royaume de Pologne, qui avait été attribué à l'Empire russe après le congrès de Vienne en 1815, et donc son acte de naissance, hein, je vous l'ai dit, était en russe. Famille de juifs très pieux, ses parents auront au total 13 enfants, dont 11 survivants. Et son père est vraiment un homme qui est à la fois mélamède, c'est-à-dire instituteur dans des écoles juives, mais aussi chamès, c'est-à-dire qui a à peu près la fonction de Bodo dans des synagogues. Et en fait, c'est surtout la mère, hein, qui, notamment lorsque la famille va venir s'installer près de Varsovie, à Otwock, qui va, comme c'est souvent le cas dans les familles de juifs orthodoxes, travailler pour faire vivre très modestement cette famille en vendant des légumes sur les marchés. Le père est très souvent absent. Et d'ailleurs, alors qu'il sort d'Auschwitz en 1945 et qu'il est interrogé par une commission d'enquête polonaise à Cracovie, et qu'il sait que son père est mort à Treblinka, Alter Feinsilberg écrit que son père n'avait aucun métier, qu'il était très souvent malade. Enfin, il a un jugement extrêmement sévère sur son père. C'est vrai qu'il a fait des choix politiques et religieux complètement différents. Et d'ailleurs, à sa sortie d'Auschwitz en 1945, il se déclare sans confession. Donc on a vraiment affaire à un communiste pur sucre, hein, qui fait partie du Sonderkommando, donc qui a brûlé des cadavres de déportés juifs pendant des mois, et qui sort d'Auschwitz, se déclare sans confession. Et Alter Feinsilberg donc, et ses frères vont, comme c'est souvent le cas dans les familles juives, apprendre très tôt un métier manuel. Hein. Plus de 70% des juifs de Pologne étaient de petits artisans ou de petits commerçants. Donc lui, il apprend le métier de menuisier et à 15 ans, il se fait arrêter lors d'une première grève. Et dès 1927, il adhère aux jeunesses communistes. Et lorsqu'il va arriver en Espagne 10 ans plus tard, et qu'il va, comme c'était de tradition dans les institutions communistes, et va rédiger sa biographie militante sur une page de cahier arrachée d'un carnet. Eh bien, il donne un compte-rendu extrêmement... c'est presque intraduisible, avec tous les sigles, les organes, etc., montrant qu'il faisait partie d'une organisation clandestine, extrêmement... vraiment bolchevique au sens clandestine, et extrêmement discipliné et hiérarchisé, hein, puisque le Parti communiste en Pologne dans l'entre-deux-guerres était complètement interdit, puisque la Pologne avait remporté une guerre contre la Russie bolchevique en 1920, traité de Riga 1921, et donc être communiste en Pologne dans l'entre-deux-guerres, c'était être un agent de l'ennemi. Il va faire plusieurs séjours en prison, passer plus de 4 ans en prison dans les années, fin des 20, début des années 30, et puis reprendre des activités clandestines dans la ville d'Otwock, jusqu'au moment où la guerre civile éclate en Espagne, et là, il va obtenir, après plusieurs demandes, l'autorisation de sa hiérarchie pour partir en Espagne. Il s'y prend à 4 reprises, et finalement en mai 1937, enfin, il part pour de bon, et il arrive en Espagne au mois de juillet. Et on a alors, notamment cette photographie-là dans les fonds de la BDIC où on voit Feinsilberg, donc ça pourrait être lui, hein, qui serait ici à droite sur cette photographie. Donc toujours dans ce fonds d'archives du Comintern à Moscou, donc on a retrouvé, Masha Serovitch, l'auteur d'un très beau travail sur la guerre des partisans, a retrouvé pour nous, et on la remercie, donc, vous voyez, différents documents, dont cette biographie, hein, dans laquelle il donne un certain nombre tout son parcours, expliquant que lui-même a remis au pas des cellules qui commençaient à être un peu dissidentes. Enfin, c'est un vrai communiste stalinien de l'entre-deux-guerres. Et au moment d'entrer, de déposer sa demande d'adhésion au Parti communiste espagnol, et donc il remplit tout un questionnaire extrêmement détaillé en espagnol, et là, énorme surprise, on découvre des photos de lui avant la guerre, et pour son fils Roger, ça a été un choc en fait, parce qu'il n'avait aucune photo de son père avant la guerre. Il a toujours connu, affaibli physiquement, rescapé d'Auschwitz, et là il a des photos de son père jeune homme, parti ayant traversé l'Europe pour combattre dans les brigades internationales.
Et on sait très exactement, grâce aux archives des brigades internationales concernant à Moscou, par quel front il a passé, quelles ont été ses fonctions. Et on sait également qu'après la retirada, parce qu'il se trouvait dans des camps d'internement dans le sud de la France, il a été considéré comme un mauvais élément, vous voyez, c'est souligné là dans le document français. Son mauvais état d'esprit s'est renforcé ouvertement, il a fait la propagande contre la direction des pays, à la suite de quoi il a été expulsé définitivement du parti. Ça, il n'en a jamais parlé ensuite, et ça pouvait être extrêmement dangereux d'être considéré comme un élément déviant. On sait qu'il y avait des règlements de compte et des exécutions qui ont eu lieu en Espagne, au sein des brigades internationales. Et on sait qu'il est resté en Espagne après le départ des brigades internationales parce qu'il était blessé, au moment où le gouvernement Negrín a accepté le départ des brigades. Donc il est resté jusqu'au bout, jusqu'en février 1939, jusqu'à la retirada. Après quoi il se retrouve au camp d'Argelès-sur-Mer, puis à Gurs, puis il retourne dans les Pyrénées-Orientales, et là il commence à passer d'un camp à l'autre. Et en mars 1941, il s'évade du camp d'Argelès-sur-Mer. Donc vous voyez ici un document des archives des Pyrénées-Orientales, mais il est rapidement repris. Et finalement, dans la crainte d'être envoyé dans un camp en Algérie, ce qui a été le cas d'autres anciens membres juifs polonais des brigades internationales, il se porte volontaire pour travailler pour l'organisation TOT. Il va se retrouver en Bretagne, près de Lorient, sous une fausse identité d'ailleurs, et de là il va s'évader et rejoindre Paris. À Paris, il est pris en charge par le Parti communiste clandestin qui vient de rentrer en résistance, et il est finalement arrêté avec un autre camarade de brigade internationale, aussi juif polonais, en septembre 1941. Et il fait là pratiquement l'ouverture du camp de Drancy, où il arrive le 20 septembre 1941, c'est-à-dire 4 semaines après l'ouverture du camp, donc à la cité de la Meute à Drancy. Et dans son témoignage de 1945, à sa sortie d'Auschwitz, il écrit en polonais qu'il a été arrêté Yakojid, c'est-à-dire comme juif, mais c'est régué, on ne sait pas si c'est lui qui l'a arrêté ou si c'est les gens qui l'ont interrogé, et placé dans un camp de concentration de la Gidouf, pour juifs, là aussi c'est rayé. On ne sait pas si c'est lui ou si... Voilà. En tout cas, lorsqu'il, encore une fois, dans le même témoignage, il se présente sans confession. On a un certain nombre de sources sur son passage à Drancy. D'ailleurs, il se fait arrêter, ça c'est très compliqué pour reconstituer son parcours, sous une fausse identité, puisqu'il dit qu'il s'appelle Stanisław Jankowski, et là c'est indiqué Samuel, mais il indiqué qu'il s'appelait Stanisław Jankowski. En fait, il se paye la tête des gens qui l'arrêtent, parce que si vous dites que vous êtes polonais, que vous appelez Stanisław Jankowski, c'est comme que vous dites que vous appelez Jean Durand, si vous êtes français. Voilà, vous apprenez le polonais, et donc dans le manuel, le monsieur, c'est pas Jankowski, et Pani Jankowska. La difficulté, c'est qu'ensuite, dans tous les documents d'Auschwitz, il est sous cette fausse identité. Donc ça, c'est sa fiche à Drancy. Vous voyez qu'il est indiqué SDF, sans domicile fixe, puisqu'il était dans des planques, en fait. Voilà. Et il est bien indiqué qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il est menuisier. Dans son cahier rouge, il y a un certain nombre de pages sur son internement à Drancy, sur le fait qu'on crevait de faim à Drancy à l'automne 1941 et que des otages étaient prélevés à partir du mois de décembre pour être fusillés dans le cadre de la politique des otages mise en place non pas par la SS mais par l'armée allemande. Et puis, là on a une question qu'on n'a pas réussi à résoudre, c'est qu'il indique qu'il est resté 81 jours à Drancy, ce qui ferait qu'il aurait été transféré à Compiègne au début du mois de décembre, ce qui correspondrait très exactement à la rafle des notables de décembre 1941, qui ont été donc, vous savez, amenés ici le soir même à Compiègne. Il y a 3 grandes rafles ou arrestations collectives en 1941 de juifs, celle de mai qu'a évoqué ma collègue tout à l'heure, mai 1941, rafle dite du billet vert, la rafle du 20 août, 25 août, la rafle du 11e arrondissement qui correspond à l'ouverture de Drancy, et puis la rafle dite des notables en décembre 1941. Et je mets le mot rafle entre guillemets, puisque en fait les gens sont arrêtés parce qu'ils sont sur des listes, donc c'est des arrestations collectives, ce ne sont pas des rafles. En tout cas,
priori, donc, il aurait fait partie des prisonniers de Drancy qui auraient été joints à ce groupe de notables pour être transférés à Compiègne après cette opération dirigée par les Allemands. Mais en fait, on retrouve son nom sur une liste du 6 février 1942 d'un transfert de Drancy vers Compiègne, où on le retrouve avec Zaïdov, c'est-à-dire l'autre, il est là, donc vous voyez sous le nom de Jankowski, et on le retrouve, Samuel Jankowski, et sur ce même document, on trouve Shimon Zaïdov, donc le camarade avec lequel il a été arrêté dans la rue à Paris en septembre 1941. Donc, voilà. A priori, c'est ce document-là, avec la date qui dit la vérité, puisque si Alta Feinsilberg avait été déporté à Compiègne au début du mois de décembre 1941, il n'aurait pas encore assisté aux exécutions d'otages. S'il en parle, c'est bien qu'il est resté plus longtemps. Et là, on a une petite incertitude. Et donc, il va rester à Compiègne avec ses camarades jusqu'à la fin du mois de mars, puisqu'il va faire partie du premier convoi de déportés juifs de France, qui part de Compiègne le 27 mars 1942 et qui est le premier convoi d'Europe occidentale à destination d'Auschwitz. Et vous voyez que toute la singularité d'Auschwitz, elle apparaît sur le telex annonçant le départ du convoi, puisque le convoi part bien avec une copie d'abord au commandant du camp d'Auschwitz, Rudolf Höchst. Il y a bien une copie du telex qui est envoyée au bureau 4B4 du Reichssicherheitsamt, c'est-à-dire le bureau d'Adolf Eichmann à Berlin. Le bureau 4B4, c'est le bureau dirigé par Adolf Eichmann, qui est un chef de bureau, mais qui n'est pas qu'un chef de bureau, c'est pas un petit bureaucrate, c'est quelqu'un qui est très convaincu de ce qu'il fait. Et puis vous avez donc une copie à l'inspection générale des camps de concentration à Oranienburg. Donc là vous avez cette double fonction d'Auschwitz. Et effectivement, à la fois liée à la mise en œuvre de la déportation et de l'assassinat des Juifs, et à l'histoire du système concentrationnel. Et donc ce premier convoi est composé de 1112 hommes qui ne subissent pas la sélection à leur arrivée, qui rentrent tous dans le camp. Alta Feinsilberg décrit ses premières semaines de détention au camp de Birkenau. Il décrit un véritable enfer, dont il parvient à s'extraire en étant intégré à un commando de menuisier qui va fabriquer des meubles pour le camp à Auschwitz I. Donc il quitte Birkenau pour Auschwitz I au début du mois de juin. Et effectivement, début juin, on retrouve sa trace dans les archives du camp d'Auschwitz. Il est indiqué qu'il fait un passage au bloc hôpital du camp d'Auschwitz au début du mois de juin. Et à partir du mois de novembre, il va être affecté au commando du crématoire d'Auschwitz. Et vous avez là une photo de 1985 où il revient au premier crématoire d'Auschwitz et il indique aux archivistes, aux historiens du musée, comment ces fours et ces différents chariots fonctionnaient. En 1985, Alta Feinsilberg va déposer toute une série de témoignages en répondant aux questions qui lui sont posées par les archivistes du camp d'Auschwitz. Il indique dans ses cahiers et dans ses témoignages de 1985 qu'il n'a assisté au premier crématoire d'Auschwitz, où il arrive en novembre 1942, qu'à un seul gazage. Au début du mois de décembre, c'était des hommes du Sonderkommando qui avaient dû vider les fosses où les cadavres étaient ensevelis à Birkenau avant la construction des fours crématoires, et qui, après avoir brûlé des corps sur des bûchers à ciel ouvert, vont être amenés à Auschwitz pour y être assassinés dans un lieu où ils ne sont jamais allés, la morgue du premier crématoire d'Auschwitz, qui a servi pendant quelques semaines comme chambre à gaz avant que toutes les opérations d'assassinat de masse ne soient transférées à Birkenau. Le premier crématoire d'Auschwitz fonctionne jusqu'en juillet 1943. Et en juillet 1943, Alta Feinsilberg et le petit groupe d'hommes qui sont affectés au crématoire d'Auschwitz sont renvoyés à Birkenau. Et là, ils découvrent un lieu qui a complètement changé depuis 1942, puisque des centaines de baraques supplémentaires ont été construites. Et les grandes structures de chambres à gaz crématoires ont été construites en 1943. Et ils se retrouvent affectés à la chambre à gaz crématoire numéro 5, qui est au
nord-ouest de Birkenau, qui est construit uniquement en surface, sans chambre à gaz souterraine. Et donc dans ce témoignage de 1985 qu'il a signé, on retrouve la structure donc, du crématoire 5, et puis un certain nombre d'indications sur la prise des photographies clandestines à l'été 1944. Alors il y a... ça va être très très compliqué de vous parler des photos en 10 minutes, mais en gros, pendant très longtemps, ces photographies que vous connaissez, elles ont été considérées comme anonymes, et donc y compris dans le livre de Georges Didier Huberman sur Images malgré tout, qui est consacré à ces photos, qui paraît en 2003, il dit que ce sont des photos anonymes, où parfois elles ont été attribuées à la résistance polonaise. Et en réalité, on sait maintenant, grâce au témoignage d'Alter Feinsilberg, qui très probablement est l'auteur précis de ces photographies. Dans un courrier qu'il envoie au musée d'Auschwitz en 1978, il parle d'un juif de Grèce qui s'appelait Alex et qui est mort en tentant de s'évader. Or, dans l'un des cahiers que l'on a traduits, je vous rassure, le stabilo c'est sur la photocopie, je n'ai pas stabiloté l'original. J'ai surligné les mots que je ne comprenais pas en polonais, je ne suis pas complètement bilingue non plus. Et donc dans le cahier mauve, qui comprend surtout un certain nombre de feuillets, avec la reliure est cassée, les feuillets sont numérotés, c'est un certain nombre d'informations complémentaires, et puis il y a un peu des fiches biographiques sur plusieurs de ses camarades du Sonderkommando, et notamment là il parle de Alekos Herrera, un juif grec qui est mort en tentant de s'évader, et c'est le même récit d'évasion que dans son courrier de 78. Et cette information, Alex de Grèce, elle est reprise dans tous les documents du musée depuis l'époque, et y compris dans la clairière où les photographies ont été prises derrière le crématoire 5, il y a cette indication-là, Alex de Grèce, etc. Dans les années 70, 30 ans après les faits, Alter Feinsilberg dit qu'il a oublié son nom. Mais en fait, au retour de Auschwitz en 1945, il avait tout à fait encore son nom à l'esprit. Et donc dans ce témoignage, il donne le même récit d'une tentative d'évasion et il donne le nom complet Alekos Herrera. Alors, maintenant, grâce au récit de rescapés grecs d'Auschwitz, on sait que Alekos Herrera s'appelait en réalité Alberto Herrera et que Alekos était une sorte de surnom lié au nom qu'il avait pris dans la clandestinité en Grèce avant d'être arrêté et déporté. Et grâce au musée juif d'Athènes, eh bien, on a des photos d'Alberto Herrera dont le parcours est tout à fait connu et identifié. On sait que c'était un juif de Grèce qui a été déporté depuis Larissa en avril 1944. Effectivement, un nombre important de juifs de Grèce déportés à ce moment-là ont été intégrés aux Sonderkommando au printemps 1944, au moment de l'arrivée de très nombreux juifs de Hongrie. Donc voilà, en recoupant ces différentes sources, on sait à peu près qui a pris ces photographies, mais en fait ce que Alter Feinsilberg souligne dans ses témoignages, c'est que c'était vraiment un travail de résistance collective, et dans son récit dans ses cahiers, il y a un récit très personnel jusqu'au moment où il aborde la question du Sonderkommando, et là il prend une perspective générale, et l'angle par lequel il raconte le Sonderkommando, c'est l'angle de la résistance. Et en fait, il réinvestit dans son travail de résistance du Sonderkommando son passé de membre des brigades internationales. Et il écrit dans ses cahiers, notre groupe était vraiment international. Il parle du groupe de résistance du Sonderkommando. Il dit, notre groupe était vraiment international au plein sens du terme. Il y avait des Grecs, des Polonais, etc. Donc il vit un peu la résistance au sein du Sonderkommando comme la poursuite du combat antifasciste qu'il n'a cessé de mener depuis ces 15 ans, jusqu'à traverser l'Europe pour combattre dans les brigades internationales. Et je pense que, et là c'est vraiment une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais que l'un des facteurs de sa survie a sans doute été qu'il avait à Auschwitz une grille de lecture pour donner un sens à l'horreur dont il était quotidiennement le témoin. Grille de lecture qui nous apparaît aujourd'hui évidemment complètement datée, qui est une grille de lecture stalinienne, mais je pense que son parcours renvoie
à ce que l'écrivain soviétique Vassili Grossman fait dire à l'un de ses personnages dans son roman très important Vie et Destin. C'est un personnage qui s'appelle Moskotoy, qui est donc dans un camp qui est en tout point semblable à Auschwitz, et ce personnage dit la haine que nous vouent les fascistes prouve que l'œuvre de Lénine est juste. Et je pense que Alter Weinzilberg à Birkenau, il est dans cette grille de lecture. C'est-à-dire que l'ampleur des crimes dont il est le témoin lui montre que son combat contre le fascisme, qu'il mène depuis son adolescence, est encore plus justifié par les crimes des gens qu'il combat. Et puis la question, évidemment, c'est mais comment il a fait pour survivre? Parce que vous savez tous que les hommes de Sonderkommando étaient régulièrement assassinés. Eh bien, en fait, il y a un manque dans les cahiers, c'est qu'il a probablement participé à la préparation de la révolte du Sonderkommando du 7 octobre 1944, mais il n'y a rien dans ses cahiers sur le déroulement de cette journée. Donc on ne sait pas précisément comment il a survécu à la révolte. S'il était au crématoire 5, le plus probable, c'est qu'en fait, il n'a pas eu le temps de participer directement à la révolte, puisque le crématoire 4 s'est soulevé, a été incendié par les hommes donc, du commando du crématoire 4, mais le crématoire 5 a très vite été entouré par un cordon de SS et n'a pas directement participé à la révolte. En novembre 1944, un mois plus tard, Himmler a ordonné que les opérations de gazage soient définitivement arrêtées à Birkenau. Une partie des hommes du Sonderkommando est alors de nouveau assassinée. Il ne reste qu'une centaine d'hommes dans le Sonderkommando qui vont constituer un Abbruchkommando, un commando de destruction. Et Alter Weinzilberg est resté dans ce commando de destruction jusqu'en janvier 1945. Et le jour de l'évacuation générale d'Auschwitz à pied, le 18 janvier 1945, alors que l'armée rouge approche, eh bien, un groupe d'hommes du Sonderkommando va réussir à rejoindre la colonne des prisonniers qui quittent le camp à pied. Et on sait, grâce à des témoignages d'autres rescapés, que les SS, se rendant compte que des hommes du Sonderkommando s'étaient mêlés aux dizaines de milliers de prisonniers qui marchaient à pied vers l'ouest, ont remonté les colonnes en criant Sonderkommando, Sonderkommando, mais évidemment ces hommes ne se sont pas auto-dénoncés, ils savaient très bien qu'ils seraient tués immédiatement. Je pense à notre ami Ida Grinspan, qui a été déporté à 14 ans en février 1944 et qui racontait dans son témoignage que les SS remontaient la colonne en cherchant les hommes du Sonderkommando. Et Alter Weinzilberg, non seulement il rejoint avec plusieurs autres hommes du Sonderkommando, dont son ami Philippe Müller, qui sera libéré à Mauthausen, les colonnes qui quittent le camp à pied, mais il s'évade. Il s'évade alors que la colonne est encore en Haute-Silésie, dans le village de Yastiabier, et il va réussir, enfin son récit, là, de son évasion, il le donne dans le cahier dont la couverture est jaune, et il va rester caché notamment sous une meule de paille, aidé par une habitante d'un village pendant près d'un mois avec un autre prisonnier. Finalement c'est intenable, donc ils vont finir par quitter cette meule de paille, etc. Et finalement il est définitivement libéré par l'armée rouge le 25 mars. Et comme il est très mal en point, il retourne à Auschwitz où il est pris en charge avec d'autres rescapés par des médecins soviétiques. Il y avait 2 hôpitaux qui se sont mis en place à Auschwitz après l'arrivée de l'armée rouge, un hôpital de la Croix-Rouge polonaise, un hôpital de campagne de l'armée rouge. Et il rend, là encore, un hommage extrêmement appuyé aux médecins soviétiques, notamment aux médecins soviétiques femmes qui donnaient leurs robes aux femmes qu'elles avaient sauvées après les avoir remises à peu près sur pied pour qu'elles ne quittent pas le camp en tenue rayée, etc. Et puis, pour une raison, alors, il avait sans doute indiqué lorsqu'il était dans cet hôpital qu'il était un rescapé du Sonderkommando, et donc son témoignage va intéresser la commission d'enquête polonaise sur le crime hitlérien qui se met en place tout de suite, et il témoigne le 13 avril 1945, alors que la guerre n'est pas encore finie, il témoigne déjà, avec 3 autres fugitifs du Sonderkommando, Shlomo Dragon et Hendrik Tauber, et ces témoignages-là vont être utilisés lors des premiers procès d'Auschwitz en Pologne, procès de Rudolf Höss en mars 1947, qui sera pendu donc à Auschwitz le 16 avril 1947, et le procès de 40 SS d'Auschwitz qui sont jugés en novembre et pendus au mois de janvier 1948.
Donc immédiatement, il témoigne avant même la fin de la guerre. Et je vous dis que son parcours est complètement hors du commun, c'est qu'il témoigne avant même la capitulation définitive de l'Allemagne. Et alors qu'il est communiste, alors qu'il a fait des années de prison pour que la Pologne devienne un pays communiste, il va choisir de rentrer en France, où il va tenter de reprendre contact avec la commission d'enquête sur les crimes hitlériens à Auschwitz. Et c'est probablement dans ce contexte-là qu'il commence la rédaction de ses cahiers, puisque une historienne britannique a retrouvé pour nous, dans les archives de l'Institut de la Mémoire nationale à Varsovie, un courrier qu'il adresse en 1946 à cette commission d'enquête, disant « J'essaye de reprendre contact avec vous, mais vous ne répondez pas. J'ai des textes que je tiens à votre disposition. » Et donc ça veut dire que ça nous donne une indication précise sur la datation de ces cahiers. Enfin, dans ces cahiers, il y avait également une lettre de 1946 qui est en fait un brouillon de tract dans lequel il appelle à poursuivre le combat pour l'Espagne républicaine. Voilà. Et indiquant qu'il faut être solidaire, poursuivre, voilà, que l'Europe a été débarrassée des fascistes et qu'il faut en débarrasser l'Espagne aussi. Et son fils, Roger, indique que lorsqu'ils étaient à Hendaye, voilà, en vacances, dans les 60, etc., lorsque son père regardait les gardes civils de l'autre côté du pont à Fontarabie, s'il avait pu leur tirer dessus, il leur aurait tiré dessus. Et il est resté proche du Parti communiste jusqu'à la fin, jusqu'en 87, à son décès. Il n'a jamais appartenu au Parti communiste français, mais il était membre toute sa vie de l'association des anciens combattants de l'Espagne républicaine, et il était membre de l'UGRE, l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, qui était un groupe de survivants d'Auschwitz, d'obédience communiste. Mais alors que son parcours est complètement exceptionnel, il a mené après-guerre une existence tout à fait modeste, de tailleur en fait, de couturier à domicile, dans le 19e arrondissement, toujours très malade, parce qu'évidemment il s'est jamais remis de ces 3 années de détention à Auschwitz, et il est dans le recueil des Voix sous la cendre, paru donc chez Calman Lévy, puis au livre de poche, où vous avez les témoignages recueillis, qui ont été déterrés à Birkenau après-guerre. Vous avez également les 3 témoignages de 1945 devant la commission d'enquête sur les crimes hitlériens en Pologne. Voilà la couverture du dernier cahier, le cahier Groupe. Et je m'arrête ici en vous remerciant de votre attention. Donc, il nous reste 5 minutes pour les questions. Merci Monsieur Perrin pour ces 2 interventions de qualité et très riches. Je signale qu'autant le premier diaporama peut être divulgué, le deuxième est encore secret. Vous avez vu des documents, donc il relève d'une publication à venir et nous ne pourrons pas vous mettre à disposition le deuxième diaporama, vous le comprenez bien évidemment. Voilà, donc qui a une question à poser. Je sais que le temps d'échange est relativement court, puisque il nous faut ensuite quitter les lieux. Monsieur. Oui, merci pour votre intervention. J'ai cru comprendre que la Pologne n'avait pas été franchement intéressée par sa proposition de laisser ces témoignages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet-là ? Ben non, pas vraiment. On peut faire que des hypothèses. En fait, très probablement, dans l'immédiat après-guerre, c'est un autre camarade du premier convoi qui s'appelait David Chmoulevski, qui a également été déporté d'ici le 27 mars 1942, qui était aussi un ancien d'Espagne, qui va intégrer les unités de la police politique en Pologne après-guerre, qui sans doute a eu les faveurs de cette commission d'enquête dirigée par un procureur, le procureur Janssen. Et donc pendant très longtemps, les photographies vont d'ailleurs lui être attribuées jusqu'à ce que l'on relève un certain nombre d'incohérences dans son récit. Mais je pense que ça n'est pas lié aux difficultés que la
Pologne, notamment la Pologne contemporaine, a à reconnaître la singularité du sort des Juifs. C'est vraiment lié au contexte d'après-guerre, dans une Pologne en voie de stalinisation à marche forcée. Lui, il avait fait le choix de partir en France, de ne pas rester en Pologne alors qu'il était communiste, et dès lors, il s'exclut lui-même du mouvement, en quelque sorte. Et donc, puisqu'il n'est plus sur place, son témoignage ne les intéresse plus. Mais on ne peut faire que des hypothèses. Maintenant, si vous voulez une intervention sur la mémoire de la Shoah en Pologne et sur la politique actuelle du PiS à cet égard, je vous renvoie, puisqu'il faut conclure, à un petit article que j'ai rédigé pour la revue en ligne Regard sur l'Est, en 2018, qui s'intitule, si vous tapez ça dans un moteur de recherche, La politique historique du PiS, le retour du roman national en Pologne. La politique historique du PiS, le retour du roman national en Pologne, où je reviens finalement sur pourquoi le gouvernement actuel est aussi crispé sur la reconnaissance des crimes qui ont pu être commis par des Polonais contre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et la difficulté à reconnaître. Rapidement une deuxième question, il nous reste 3 minutes. Non, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là et vous remercie encore très chaleureusement, monsieur. Bonjour, monsieur. Il y a une question que je me pose de manière générale, mais je profite de votre intervention pour la poser à voix haute. Sait-on si Hitler a signé un ordre général d'extermination du peuple juif, ou si, comme je le pense, il ne l'a jamais signé, et sinon, quand et pourquoi a-t-il pris la décision de les exterminer totalement, alors qu'on sait que c'est une décision qui n'est pas venue dès 1933 ni dès 1940, mais fin 1941. Certainement, il a ordonné la conférence de Vinci, mais pour des tas de raisons, il ne s'y est pas déplacé. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au courant, ni qu'il n'approuvait pas ce qu'il allait dire, mais la décision qui revenait de lui avait été prise avant. Quand, pourquoi? Merci. Petite réponse rapide. Pourquoi tuer les Juifs? Parce que ce sont les ennemis du Reich, parce que les Juifs se seraient rendus responsables d'un vaste complot passant notamment par la destruction de l'Allemagne pour prendre le contrôle du monde, et que la guerre est considérée comme une guerre juive, et que je vous renvoie au texte de Philippe Burin, Hitler et les Juifs, genèse d'un génocide, où il montre qu'à partir du moment où les premières difficultés militaires apparaissent à l'automne 1941 et que la défaite devient un horizon possible, même si on en est encore très loin, les nazis vivent dans la hantise de la réitération du cauchemar de 1917-1918. Et donc il ne faut pas que, puisque la défaite de 1918 est attribuée aux Juifs, et bien que les Juifs puissent orchestrer à nouveau des troubles révolutionnaires qui précipiteraient une nouvelle défaite de l'Allemagne, d'où le marquage d'ailleurs des Juifs dès septembre 1941. Mais il n'y a pas d'ordre unique qui aurait été signé. Ce que j'essayais de montrer pour la partie de l'intervention, c'est que vous avez une série de décisions qui s'échelonnent entre le déclenchement de l'opération Barbarossa en juin 1941 et puis la mise en œuvre, le début du massacre en mars 1942, si on prend les premières déportations de Lublin vers Belzec. Et pourquoi il ne se dépasse pas la conférence de Wannsee? Parce que c'est une conférence interministérielle, que c'est des bureaucrates qui se réunissent et que c'est pas de son niveau, tout simplement. Voilà.